Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en espérant que vous avez passé une excellente semaine sportive, bien entendu. Et nous sommes ensemble pour parler sport. Le sport est un peu particulier à Zouk Télévision parce qu'on donne la parole. Et c'est ça notre objectif, c'est permettre aux gens de parler. Et nos complices, mes collaborateurs. Clément Marajou, comment allez-vous? Vous avez fait du surf avec le bois flotté, on m'a dit, du côté de Grand-Rivière, non? Pas cette semaine, mais j'en ferai. Pendant les vacances, j'en fais, donc il n'y a pas de souci. Oui, c'est pourquoi vous ne grossissez pas, vous êtes en forme. Bonsoir quand même. En fait, quand je dis que vous ne grossissez pas, vous n'avez pas de ventre, vous êtes bien, donc vous êtes... C'est sportif. Vous êtes bien, et puis vous ramenez souvent des titiris, des choses comme ça. Et vous savez très bien que je vous ai ramené des titiris. Oui, la semaine prochaine. Alors, les téléspectateurs, la semaine prochaine, il y aura... Vous allez voir les beaux titiris que je vais faire avec ce que Clément a ramené. C'est sa pêche. J'allais présenter des titiris. Franchement. Bonsoir Philippe. Comment allez-vous, très cher? Ça va, m'a-t-on dit que vous étiez au Brésil, donc vous êtes revenu en forme, c'est normal. Oui, dans une histoire de titiri brésilien que je suis allé regarder. Vous aussi? Ouais. D'ailleurs, je pense sérieusement, il faudra que je fasse un roman. Hein. Les histoires de titiri. Et de pâté de tête. Et de pâté de tête. Je pense que ça va être un roman à succès. Notre invité va rien comprendre. Bonsoir Jean. Bonsoir Gisèle, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. C'est le sport qui est comme ça chez nous. On parle de sport. Décontracté. Oui. Absolument. Et puis ça permet aussi, on permet aux téléspectateurs de suivre et aux invités de parler de leur sport, de parler également des activités. Et ce sera l'occasion pour vous tout à l'heure. On en saura plus, mais seulement... le week-end, il s'est passé des choses en football particulièrement et vous étiez de service, mon ami Clément. Oui, c'était la finale départementale de la Coupe de France entre deux belles équipes, le club franciscain et le club colonial. C'est votre ancienne équipe, le club colonial, je crois. Si vous voulez. Envolé. Ah, oui, c'est envolé. Envolé. Ça s'est envolé ou c'était envolé? Ça s'est envolé. Donc je disais, c'est une très belle finale entre les belles équipes. Ouais. Le club colonial a fait pourtant bien commencer la première période. Ils se sont créés de bonnes occasions. La deuxième mi-temps, le club franciscain est bien revenu. L'entraîneur a pu redynamiser ses joueurs. Et puis à la 83e minute, sur la rentrée d'un remplaçant, tout frais, il a pu scorer et puis qualifier cette équipe du club franciscain. Alors c'est vrai que le club franciscain, on le rappelle, même si c'est il y a très longtemps qu'on n'a pas fait on n'a pas vu de foot, on n'a pas eu effectivement de compétition, mais le club franciscain c'est quand même l'une des meilleures équipes de la Caraïbe tout de même. Oui, on peut dire ça, oui, parce que c'est une équipe depuis plusieurs années qui occupe le devant de la scène martiniquaise et caribéenne aussi. Et puis cette équipe a déjà disputé 2 tours de Coupe de France, donc je crois qu'on peut dire que c'est l'une des meilleures équipes. Mais en face, quand même, il y avait une belle équipe du club colonial également qui pouvait aussi... Malgré la reprise, là, on va voir très certainement le but, c'est ça que... Oui, absolument, ce sera l'unique but. L'unique but de la partie, ouais. Réalisé par Kylian Poloma. Avec il venait de rentrer d'ailleurs. Tout frais, vous avez dit. Hein. Attention, et voilà le but, et c'est le seul et l'unique qui s'est qualifié. Voilà. Exactement, qui a pu se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France. Alors, qui va être le prochain tour? Alors, c'est vrai que la compétition, on ne va pas dire qu'elle est tronquée, mais il a fallu faire un choix par rapport à ce type de compétition. Ils étaient en combien? Ils étaient en finale pour la zone Martinique? Zone Martinique, c'est-à-dire qu'ils ont... la Ligue a pu recenser les 6 meilleures équipes, les 6 majors, qui ont disputé un premier tour, et demi-finale, finale, et la finale opposée, les 2 meilleures équipes, comme je le disais, le club colonial face au club franciscain. Et puis voilà, cette équipe de champion va représenter la Martinique lors du prochain tour contre une équipe métropolitaine, le Cholo. Ça va se dérouler ici. Ça va se dérouler en Martinique le 27 novembre. C'est Cholo? C'est Cholet? Cholet. Alors, à l'issue de cette rencontre, vous avez eu les entraîneurs. Oui. Bien entendu, déçus, pas tout déçus, donc voilà. Donc on commence par, je ne sais pas si c'est par Sivo, Jean-Marc Sivo, mais pas trop déçu quand même parce son équipe a bien joué et il sait qu'il a rencontré une très belle équipe puisqu'il faut savoir que Sivo a été aussi entraîneur du club franciscain, donc il connaît cette équipe, mais pas déçu du tout, donc on va l'écouter. Surtout qu'à d'autres échéances. On écoute Jean-Marc Sivo. Pendant 90 minutes, on a eu une première mi-temps où on avait des situations pour faire la différence. On n'a pas su faire la différence. Donc le franciscain a profité en deuxième mi-temps, ils avaient le ballon. Bravo au club franciscain, je crois que le premier supporter du club franciscain, le 27, sera le club colonial. Maintenant, bon, ça reste du football.
En tout cas, le public a vu un beau match de football et j'espère que les joueurs vont apprendre de cette défaite. Voilà, donc Jean-Marc Sivot, et juste après, vous avez également Patrick Cavlan, qui est du club franciscain. le club franciscain. Lui aussi, Patrick Cavlan, on le connaît. Content, qui, heureux de s'être qualifié pour le prochain tour. Voilà, Patrick Cavlan, micro de Clément Marajo. Oui, 1-0, c'est la. Nous avons vraiment écouté les consignes et puis on a à l'usure eu cette équipe du Club Colonial qui est une très belle équipe qui nous donne beaucoup de fil à retordre à chaque fois. Mais je crois qu'on peut être satisfait de ce qu'on a produit et on est très content d'être le représentant de la Martinique au 8e tour. Pour le son, on a bien compris que Patrick Cavlan est déjà fin prêt pour ce 8e tour qui va se dérouler, mais on a entendu beaucoup d'ambiance. Il y avait du monde. Il y avait du monde, les tribunes étaient presque remplies. Le public a répondu. Barrière, tout le monde a respecté. Masque, puis... et puis le test PCR, contrôle sanitaire, donc à l'entrée, tout était OK, aucun souci. Vous avez tout fait, vous? Ah oui, j'ai tout fait. Non, parce que c'est vous qui étiez, hein? Non, j'étais avec, il n'y a pas de souci. Bien. Alors, il y a eu également d'autres... Alors là, c'était la Coupe de France. Oui. Et puis, il y a également d'autres compétitions qui continuent en Oui, football. il y a la Coupe de la Martinique aussi qui se joue en même temps. Et puis la Coupe Vive, l'ancienne Coupe Margaïa, qui opposait au match retour la Samaritaine à l'Aiglon du Lamentin. À l'aller, l'Aiglon avait gagné 3-2. Et hier, ce week-end, ils ont fait match nul, les deux équipes ont fait match nul, donc c'est l'Aiglon à l'issue de ces deux matchs se qualifie pour la finale. qu'il avait déjà marqué. Exactement. Voilà, et il va rencontrer donc une équipe de la Guadeloupe. Une équipe de la Guadeloupe, une équipe de la Guyane et une équipe de Saint-Martin. Oui, puisque Saint-Martin est entré dans la danse également. Bien, en basket, pour le moment, rien ne bouge? Alors pour l'instant, les entraînements commencent tout doucement à reprendre. Donc là, j'en suis témoin, avec quelques-uns de mes élèves qui sont dans des équipes de jeunes et qui aussi ont repris l'entraînement. Donc avec aussi les respects des mesures sanitaires, tests PCR, etc. Avec possibilité aussi, semble-t-il, de faire des autotests. D'accord. Et retour à la compétition prévu à peu près? Donc pas encore de date, mais il est possible qu'avant la fin de l'année civile, les compétitions reprennent. Mais pour l'instant, c'est juste retour à la salle et croyez-moi, il y a cela démangeait beaucoup de joueurs de reprendre un petit peu, de reprendre le chemin du parquet, le chemin des paniers. Et dans les écoles, ça se passe comment, puisqu'il y a aussi le pôle? Ça n'a pas démarré? Le pôle, en théorie, a dû redémarrer sous les mêmes conditions. Et chez les jeunes? Donc vous ne regardez pas les plus jeunes, hein? Vous êtes tous les plus grands, c'est ça? C'est vrai qu'en général, c'est plutôt les plus grands que je suis. Et sur le plan national, il y a des choses qui se passent non plus? Alors sinon, sur le plan mondial, on va parler en général. Donc, la NBA a repris, le championnat professionnel américain a repris. Donc, à signaler que, en NBA, pas de Martiniquais, mais il y a quelques Guadeloupéens, notamment le jeune Théo Malédon, qui joue pour l'équipe de Oklahoma City. Donc, en Europe, signalons toujours de bonnes prestations de quelques Martiniquais, que ce soit Yanis Mourin, Isaiah Cordinier. Donc Mathias Le Sort semble être toujours blessé et on espère rapidement son retour à la compétition. Bien, donc on attend effectivement tout ce beau monde dans des grandes... dans les grandes échéances, oui. Alors il y avait aussi le kilomètre vertical, vous savez, il faut partir du Macouba pour arriver au premier allez-y, pour ceux qui sont en forme. Donc c'était grosso modo près de 5 km. La victoire pour le sociétaire, on rappelle, du Team Petit Café, il s'appelle Fourmeau Benoît. Il a réalisé un chrono de 45 minutes et 10 secondes. Et puis chez les femmes, Elisabeth Roublic a été un peu devancée par Touzouli Delphine, qui est donc qui est non licenciée, et elle a réalisé, elle est senior, elle a réalisé 59,06 et Elisabeth Roublic qui est Master 3. Donc vous avez vu la différence, Master 3. Elle a quand même réalisé 59 minutes et 12 secondes, juste après. Donc vous voyez, en matière de course hors stade, c'est l'occasion aussi pour tout le monde qu'ils reprennent également les baskets, avec les trails et d'autres courses à venir.
Nous aurons l'occasion d'en parler le week-end prochain, éventuellement, enfin lundi prochain, si les invités peuvent se libérer. Pas de problème. Donc, après, c'est chez vous. C'est Macouba, Gangvière, bon, on peut y aller. Pas de souci. Voilà. Bon, voilà pour les compétitions. Bien sûr, il y en avait d'autres. On va pas les citer, mais on parlera également d'une manifestation qui arrive en Martinique. C'est bien la première fois. On va parler de café. Après, parfois, ils ont dit Jacques Fabre, pourquoi pas... Il y a le café aussi, mais il n'y a pas que le café. Oui, je sais. Il n'y a pas que le café, mais on aurait pu dire la Tivolienne ou Café Rio. Non, la Jacques Vabre, c'est le deuxième fabricant mondial de café. Et c'est une restitution de notre patrimoine. On va chercher, c'est Madame Sandrine Andrivon-Milton qui a fait des recherches pour nous rappeler que le café est arrivé ici en 1720, directement des jardins de Louis XIV, à Descliers, en Fort-de-France. Donc, il y avait du café, ensuite on a laissé tomber. Alors l'Arabica typica, qui est un café très spécial, qui ne pousse pas partout. C'est ça. Il pousse du côté de Font-Saint-Denis, Bellefontaine. Eh bien, il est parti en Amérique latine, et puis bon, ces gens-là ont d'autres surfaces que nous. Nous, c'est 60 km par 30, c'est des centaines de milliers d'hectares. Et il est parti, et puis bon, il va revenir chez nous, parce qu'il y a des actions qui ont été entreprises par la collectivité. Il y a une commission café qui est en route. On prend l'exemple de ce qui fait pour le cacao. C'est avec ça. M. Larcher, qui a mis 10 ans pour arriver à mettre le cacao à un niveau mondial, je dirais. Bien Donc, sûr. l'idée, c'est de repartir avec le café, puis c'est une occasion d'avoir une course comme ça, qui est une régate. Alors, je voulais juste dire que Clément a oublié de parler de la présence de M. le Préfet. Monsieur le Préfet était au match, il est venu voir. Je suis en même temps que par rapport au protocole mis en place. Je fais avec juste raison. Je fais aparté sur ça. Oui, pas de souci. Il est rentré, il était venu vérifier si tout était en ordre. Si tout était en ordre au niveau sanitaire, il a même assisté au match. Donc, c'est une bonne chose. On ne va pas chanter sa petite chanson, non? Pas vraiment. Je referme la parenthèse et je reviens à la Jacques Vabre. Il aurait chanté parce qu'il comprend bien le créole. On a dû lui traduire. Donc je reviens à la Jacques Vabre. Alors on a une occasion extraordinaire de partir d'une régate, parce que c'est une régate, au fait, c'est une course au large pour arriver à avoir un développement économique en espérant que les acteurs économiques vont suivre, et puis un événement touristique. Le CMT a très bien compris. Dès le début, il a marché avec nous. On a une association qui s'appelle l'Association Martinique Transat, qui s'est appuyée sur un certain nombre de partenaires privés, le Grand Port, la CMA-CGM, la banque, le groupe GBH, et puis des partenaires institutionnels, la ville de Fort-de-France, le comité martiniquais du tourisme. Donc tout ça donne un certain nombre de gens qui travaillent depuis novembre pour faire que cette affaire-là soit l'affaire des Martiniquais. Mais il faut la préparer, il ne faut pas la restituer. Avant de la restituer aux gens, il y a une grosse préparation qui a été faite, des contacts ont été pris. Et puis la question qui s'est posée pendant longtemps, mais vous avez 80, enfin il y avait 79 bateaux au départ, ils ne sont plus que 77, il y en a 2 qui ont dématé. Tout le monde posait la question, mais côté autres qui mettaient ces bateaux-là. Donc on a dû construire une marina éphémère qui est en train de se faire. Elle est terminée. Le Grand Port nous a donné l'autorisation d'utiliser le quai qu'on appelle communément le terminal. C'est pas le terminal, c'est le quai de croisière de Pointe-Simon, où on va mettre les IMOCA. Alors il faut savoir que les IMOCA, c'est une des catégories, c'est des bateaux qui font 18 mètres de long, qui vont assez vite, qui ont fait le dernier Vendée Globe. Ce sont eux qu'on trouvera les premiers qui Non, pas ceux-là. J'ai laissé les premiers pour être les derniers. D'accord. Ensuite, on a les classes 40, ils sont une vingtaine. On a les classes 40 qui sont des voiliers, je dirais, normaux de 12-13 mètres, avec notre ami Eric Barré, qui est à bord l'un de ces classes 40. Aujourd'hui, il est en 27e position sur 45. Je crois que c'est une bonne place par rapport à des bateaux beaucoup plus performants. Beaucoup plus performants. Et puis, vous avez les multi-50 qui sont des 50 pieds, donc ils sont 7. Alors, ils ont des parcours différents. Et ceux qui ont le parcours le plus long, c'est sous ces maxi qui vont virer le sud du Brésil. Donc, c'est des bateaux qui vont à 30-40 nœuds. Quand je dis 30-40 nœuds, c'est très très vite. Donc pour les suivre à partir du Rocher du Diamant, alors ceux qui ont le parcours le plus court, ils vont arriver, je dirais, côté sud de la Martinique. Et les ultimes qui sont les virer le sud du Brésil vont arriver ici, plutôt côté Rocher du Diamant. C'est ça. Alors le spectacle sera entre le Rocher du Diamant et la Terre. On a toutes les précautions sont prises au niveau sécurité pour que ce soit bien balisé, mais les ultimes allant tellement vite, l'empannage à l'intérieur entre le rocher et la terre aurait été trop délicat, ils vont faire à l'extérieur du rocher. Alors là commence une deuxième compétition, parce qu'on a imaginé, si vous voulez, un prix par série pour le bateau le plus rapide entre le rocher du Diamant et la ligne d'arrivée qui va se situer dans la baie de Fort-de-France. Donc tout le dispositif, alors il y a 2 dispositifs sur lesquels j'aimerais insister en particulier. Bien sûr, c'est le dispositif sanitaire qui a l'air de poser beaucoup de problèmes aux gens, mais il faut qu'ils s'informent. N'importe qui va sur Internet, on voit ce qui se passe. Les conditions sanitaires sont réunies au départ de cette course,
et à l'arrivée. Donc tout est sécurisé, tout est pris. Bon, la ville de Fort-de-France a fait ce qu'il faut. Autour du village qui sera à côté du Malécon, il y aura des restrictions particulières. Pour entrer sur le village et sur le Malécon, il faudra un pass sanitaire. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, mais avant de dire c'est ni problème, ni moun gavi, ni qui malade, tous les gens qui sont là sont censés être en bonne santé. Et ceux qui vont arriver par terre, c'est-à-dire les teams, les accompagnateurs de ces équipages, les conseils d'administration des grosses sociétés comme Banque Populaire et compagnie qui viendront en touristes en Martinique, eh bien, ils suivent le chemin normal que suivent tous les touristes, passe sanitaire, tests et compagnie. Donc, ceux-là, ils arrivent par avion. Ceux-là arrivent par avion. Alors, niveau sanitaire, tout est prévu. Niveau sécurité, il faut qu'on en parle, c'est aussi prévu. La baie de Fort-de-France sera quadrillée. Il y aura un couloir pour que les bateaux ne risquent rien. Alors, on insiste beaucoup sur les ultimes. Les ultimes, je dirais, pour plaisanter, ils ne sont que 5. Mais ils vont tellement vite, ils vont à 40 nœuds. Quand ils vont débouler du rocher du diamant, ça ira vite. Bon, ça veut dire qu'ils vont passer tellement vite. Si vous n'avez pas le temps d'armer le zoom, ils sont passés. Par contre, imaginez-vous qu'en baie de Fort-de-France, vous avez 10 IMOCA et puis 5 classes 40 qui rentrent en regard dans la baie de Fort-de-France. Ça, ce sera un spectacle fabuleux. Et niveau sécurité, il faut vraiment... À condition qu'ils arrivent en plein jour. Ah ben, ils peuvent arriver de nuit. Alors, c'est vrai que, comme je dis, tous les bateaux ne vont pas arriver à 10h le dimanche matin. Il y en a qui vont arriver la nuit. Mais je crois que même la nuit, alors la nuit, bien sûr, on sera en confinement, donc il n'y aura que les organisateurs qui seront sur l'eau, pas de public. Par contre, la journée, eh ben, le spectacle pourra être vu de la terre. La ligne d'arrivée se situe du côté de la Bohémitan, c'est-à-dire tout près de la plage, soit de la tour, soit de la terre. On peut voir Malécon. Il faut savoir que la zone... Alors, on a établi une zone qui est quadrillée dans la baie pour faciliter un couloir, mais une fois que la ligne d'arrivée est virée, entre cette bouée qui est à la Bohémitan et le fort de la Pointe des Nègres, il y a une zone qui est extrêmement dangereuse, c'est-à-dire que c'est la zone où les bateaux vont ralentir, rouler leur voile. Donc là, il y a tout un process qui est mis en route. Il y a les teams qui vont rentrer dans des semi-rigides, des Zodiacs, pour les accompagner, éventuellement les forcer à faire demi-tour et les accompagner sur la ligne d'arrivée. Du côté en bas de la tour Lumina, il y a un ponton, ça s'appelle le ponton d'honneur. Ouais. Alors l'organisation prévoit de donner le même accueil au premier comme au dernier. C'est-à-dire qu'il y a un protocole qui est établi avec un certain nombre d'officiels, mais c'est le même protocole du premier au dernier. Et nous avons vu avec la ville de Fort-de-France qu'au cas où la ligne est fermée le 5 décembre, au cas où il y aura des retardataires pour des raisons diverses et variées, qu'on essaie de leur donner un petit accueil. J'en ai parlé avec la ville et on va voir. Donc la date limite, normalement, c'est le 5 décembre. La date limite, c'est le 5 décembre. Mais il peut y arriver, il peut y avoir ceux qui ont des avaries ou des choses comme ça. Là, en ce moment, ils étaient bloqués au large de l'Espagne. Donc les premiers qui sont partis, tout le monde est parti très bien, très vite. Et puis au deuxième jour, on a déjà perdu 2 jours. On avait prévu les arriver le 21. On est déjà au 23. Alors, il y a ceux qui vont passer dans le poteau noir, qui est cette zone dans la Calmi-Ciré, qui est au large de l'équateur, qui risque encore d'être... enfin, le premier est passé aujourd'hui, il est bien passé, mais enfin bon, si vous voulez, les premiers devraient arriver à la date du 23, et ce seraient les multis qui sont au nombre de 5 et les multis 50 qui sont au nombre de 7. D'accord. Donc voilà un peu le panorama, le programme prévu. Je pourrais même dire qu'il a dû voir mon petit papier quand il a déjà répondu à vos questions. Toutes les questions, oui, il a répondu à presque toutes les questions. Sinon, vous avez parlé de village aussi. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce village comme dans le village, il y a un certain nombre il y a des partenaires, tout d'abord. Il fallait rentabiliser la chose. Donc, qui ont payé pour avoir un village. Il y a tous les partenaires. Et puis, il y a un certain nombre de choses. Vous savez que cette course est placée sous le régime, je dirais, de l'écosystème. Donc, tout bien propre. Donc, tout ce qui est RSE, tout ce qui est protection de l'environnement, il y aura des stands. Le RSMA, qui met à disposition un certain nombre de bénévoles, aura aussi un stand. Enfin, il y a beaucoup de stands. Les stands de l'Office de tourisme, les stands de la ville de Fort-de-France, un stand du café, puisque c'est quand même la route du café avec dégustation. Donc, il y a toutes ces animations. Alors, on a dû réduire... Vous retrouvez tous les cafés ? Comment ? On va retrouver tous les cafés Oui, alors l'Arabica typica qui se fait en très petite quantité. Ici ? Il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Ouais. Par contre, il y aura du Robusta, il y a la Tivolienne, mais il y aura du café, dégustation de café. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on avait prévu un certain nombre, en accord avec la ville, un certain nombre de manifestations pour montrer à nos visiteurs et à nos Martiniquais, style chanter Noël. Bon, avec le confinement et les règles sanitaires, il n'y aura pas vraiment de podium. Par contre, le village sera ouvert officiellement le 19 ou le 20 et fermera le 30. Et le village sera ouvert de 10h du matin à 18h. On peut faire un chanter Noël la journée Oui, alors, le problème des chanter Noël, c'est un peu le problème des courses de voile traditionnelles. Ça veut dire au public rassemblé. Et on ne veut pas créer ça, on ne veut pas être l'auteur. Alors, déjà qu'on nous accuse de faire venir des gens, les gens qui viennent sont en bonne santé, ils sont testés. Si vous faites des manifestations où les gens vont s'agglutiner, vous créez un cluster. Donc, c'est plus à l'ordre du jour. Toutes les manifestations qu'on avait prévues de ce genre, de démonstrations. Alors, il y a les écoles qui viendront, bien sûr. Il y a un programme qui est établi avec le rectorat.
Monsieur le recteur a pris la chose très à cœur. Il a nommé un coordinateur qui a fait ce qu'il faut que toutes les écoles de l'île, aussi bien les écoles secondaires, les collèges que les écoles primaires, soient informées de la manifestation. Alors, ça pose quand même un petit problème. J'en parlais aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on ne sait pas comment fonctionne le système. Le maire de Saint-Joseph, le directeur d'école, vous lui dites emmenez vos gamins sur le. Mais si vous dites j'ai pas de budget pour avoir un bus pour l'emmener, enfin bon, je dis les choses telles qu'elles sont. Ce sont des choses qu'on aurait dû prévoir avant parce qu'ils nous ont dit qu'officiellement, hier, je crois, le programme. Donc ça veut dire que les classes ont commencé, on s'est occupé des choses, et puis, alors, ils ont quand même suivi parce qu'il y a ce qu'on appelle la virtual regatta qui intéresse beaucoup les jeunes, enfin, les jeunes et les moins jeunes. Donc après, ça peut être l'occasion aussi. Je crois qu'ils sont déjà près de 3000 à suivre, par groupe de 15, à suivre la virtual regatta, c'est-à-dire suivre la course en virtuel. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est assez marrant. Qui est aussi ouverte au grand public, ça. Elle est ouverte au grand public, elle n'est justement pas réservée aux spécialistes. À titre d'exemple, le dernier Vendée Globe, il y a eu près de 1 200 000 suiveurs pour la virtual regatta. Alors au début, c'était les Mapipi, les Loïc Perron, les gens connus qui étaient premiers, et puis très rapidement, ils ont été dépassés par les petits gamins qui n'avaient jamais vu un bateau de l'avant de l'arrière, mais qui étaient sur la machine. Donc ça, ils pourront suivre ça en virtual regatta. Et en termes d'attractivité sur la Martinique, ça dit que c'est une manifestation sportive, mais il y aura, j'espère, un développement économique où ces gens-là pourront venir, goûter à nos produits, faire tout ce qui peut se faire. Et le CMT a pris la chose très à cœur. Le CMT, en fait, fait la promotion de la Martinique. Pas que sur Fort-de-France. Il se trouve que cette régate arrive à Fort-de-France. Mais le CMT, elle aurait pu arriver au Marin Elle aurait pu arriver au Marin, mais on a pu l'avoir à Fort-de-France. À Fort-de-France, on a eu des petites régates de mon importance, la Bénodet, la Paneraille, mais jamais une régate de cette importance qui mobilise autant de choses. C'est pour ça que nous avons créé une marina éphémère, parce qu'on met 79 bateaux. Et la question qui s'est posée, elle a été résolue relativement rapidement. Il fallait faire une marina que nous allons démonter, qui a été montée en 4 jours, les pontons, qui va être démonté après, stocké. Et alors, vous savez, quand on se met sur la carte du monde comme ça, vous savez, les gens, par exemple, qui ont les Formule 1, on sait qu'il y a un grand prix, on prend contact, est-ce que tu veux venir chez moi? C'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on est sur la carte des grandes manifestations, vous allez voir, on aura de plus en plus de demandes pour venir à Fort-de-France faire des régates, des arrivées, même des départs de régates. On a déjà des propositions, des demandes tout au moins de candidats à la route du Rhum, de la classe 40, qui voudraient revenir à Martinique, prendre un départ pour traverser l'Atlantique dans l'autre sens. Et est-ce qu'il y aura une coopération, une collaboration avec nos yoles, avec nos gommiers? Alors, c'est la question que les gens se posent. Alors, moi, je dis toujours, je rappelle qu'il n'y a pas de tour de yole, mais enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas de tour de yole depuis 2 ans. Alors, je le dis presque un petit peu en rigolant, il faut demander aux organisateurs pourquoi il n'y a pas de tour de yole depuis 2 ans. Là, nous mettons, pour répondre à une petite question, on ne voit pas l'interaction entre la yole et la voile moderne. Il se trouve que lorsque nous avons fait les barils de la yole, il y a 2 ans, au Diamant, nous avions mis sur les yoles des grands barreurs français. Et cette affaire-là a été vue, mais de manière extraordinaire. Je n'ai pas le chiffre exact des retombées. C'était des passages sur TF1, sur TF1. Nous avons eu un magazine de 24 pages de l'équipe. C'est des choses que nous seuls, en voile traditionnelle, on n'aurait pas pu avoir. Donc la voile moderne ne peut être que moteur pour ça. Alors il y a quelques jeunes, peut-être les petits masses, peut-être le barreur de Brasque-Lorraine, qui sont issus de la voile moderne. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes. Le point commun qu'ils ont, c'est d'utiliser le plus grand stade du monde qui est la mer. Mais il faut qu'ils puissent en tirer profit. Avec certainement pratiquement les mêmes codes. Les mêmes codes, sauf que les codes ont évolué. C'est quand j'ai commencé à faire des reportages, il y a des gens qui étaient restés à l'époque de Coussiol. Il n'y a plus de Coussiol, il y a des régates. De Vigie, il n'y a plus de Vigie, il y a des bruits. Ah bon, vous avez des girouettes. Vous avez du carbone, vous avez des voiles en Kevlar. Donc, la voile traditionnelle est rentrée dans un monde moderne qui se refuse à accepter, mais il faut qu'il l'accepte. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons créé le comité qui a porté la candidature de la yole à l'UNESCO, par la force des choses, l'UNESCO nous a demandé de nous démarquer de la partie sportive. C'est ça. Parce que nous n'entrons pas dans un cadre de récompense sportive, on entre dans un cadre patrimonial. Et l'exemple qu'on avait trouvé, moi j'avais appelé ça le dépassement de soi. Enfin, j'ai rien inventé. C'est ça, oui. J'ai rien inventé. Le dépassement de soi, c'est ce qu'on fait sur la yole. Et l'exemple que nous avons type de cette activité, c'est Georges-Henri Lagier, qui est un grand patron, qui fait de la transmission, donc il passe de yole en yole. Il a l'association yole et il est constructeur. Ouais. Quand vous avez quelqu'un comme ça, parce que nous insistons plus sur la partie patrimoniale. Donc, si on ne protège pas ce patrimoine, il n'y a pas beaucoup de gens comme les enfants masses qui sont issus d'Aton. Comment il s'appelle, celui de Trinité, Philippe Atteli. Il n'y a pas beaucoup de gens qui construisent des yoles. Donc si on ne construit pas de yoles, ce patrimoine que nous avons hérité de nos ancêtres les marins pêcheurs, il va disparaître. Donc il ne faut pas opposer ces deux mondes.
je l'ai dit encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas aimer, il faut que chaque organisateur prenne ses responsabilités, que les gens de la Ligue de voile fassent progresser la voile, que les gens des gommiers fassent progresser les gommiers, et que les gens des yoles fassent progresser les yoles. C'est à ce seul titre qu'on va arriver. Comme je dis, la seule chose que nous avons en commun, c'est le stade qu'on utilise, qui est la mer. Et la promotion ne peut être faite que par des événements. Bon, si vous prenez le Tour des Yoles, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de Tour des Yoles, donc on ne parle pas de Yoles. Qu'est-ce qu'il attend le partenaire? Ce n'est pas les courses du dimanche, hein. C'est la retransmission télévisuelle du Tour des Yoles. Donc quand il n'y a pas de Tour des Yoles, les partenaires vont se retirer. Après, ça dépend. Il y a des régates, par exemple, des régates qui se font dans des moments bien précis, comme celui du 22 mai ou la Coupe de Martinique, où on voit les couleurs, on voit également les partenaires, qui fait qu'ils sont fidèles jusqu'au Tour des Yoles. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est différent. Il faut créer des motivations. C'est la raison pour laquelle une régate, la Transat Jacques Vabre, c'est un moteur extraordinaire pour la Martinique. Alors je dis à charge aux acteurs économiques d'en profiter. C'est à eux de savoir ce qu'ils ont à vendre, comment on va vendre. Le CMT l'a très bien compris. Lorsque le CMT a acheté les droits de la course, il a payé un montant assez conséquent. Comme je dis, ça n'aurait pas pu être ailleurs dans notre budget, ni l'hôpital, ni les enfants handicapés. Non, c'est pas ça. C'est un budget de promotion de la Martinique. Et bien, quand vous voyez le nombre de fois où on parle Martinique depuis le 7 novembre, je parle même avant, c'est absolument faramineux. On n'aurait jamais eu cette publicité de l'option. On aurait eu ce qu'on fait dans les métros, des campagnes normales, mais qui coûtent, je ne sais pas, 500 000 euros, 600 000 euros. Là, on est dans des chiffres absolument extraordinaires. Et nous sommes vus sur tous les médias français qui sont partenaires. France TV, qui a les droits un petit peu avec Martinique la première, parce que c'est son représentant en Martinique, a déjà vendu les droits à d'autres télévisions. Donc nous serons vus dans le monde entier. Et forcément, nous serons vus. On avait voulu montrer notre Belay, mais on ne voit pas parce qu'il n'y a pas, avec les raisons sanitaires, on n'aura pas de chanter Noël, mais on va leur montrer quand même. Parce qu'on va faire des barils de la Yole. On ne va pas les faire avec tout le monde, on ne sera que une dizaine de Yoles qui vont avoir les skippers. Alors il faudra qu'on fasse un choix, parce que si tous se mettent à arriver avant le 28, on sera mêlés. Parce qu'ils sont deux sur les bateaux, il y a 158 en tout, s'il n'y en a que 40 qui viennent. Enfin bon, on a déjà une dizaine de Yoles qui ont accepté de jouer le jeu pour pouvoir faire cette fameuse manifestation qui n'est pas une course. Parce que le problème de la course, c'est que la course entraîne du public. Et la problématique de la gestion de la crise sanitaire, c'est justement d'éviter ce rassemblement de public. Donc, il n'aime peut-être pas l'expression, mais on aura une démonstration. Que vous voyez, pour les gens qui regardent, qui ne savent pas, quand ils voient un skipper français sur un bois dressé, qu'il soit sur un bois dressé en course ou en exhibition, c'est la même chose. Si vous faites un parcours, demi-round, vous faites deux demi-round. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut que les gens comprennent. Ce serait bien qu'on ait une course. La course entraîne des exigences. On l'a eu il y a 2 ans avec les barils de la Yole. Il faut pouvoir les entraîner, il faut les intégrer à l'équipage. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, si on fait de belles exhibitions avec tous ces journalistes, ils sont je crois, près d'une centaine accrédités, qui vont diffuser nos images de la Yole et peut-être du Gommier s'il y en a à travers cette voile moderne qui est vraiment l'expression là. Vous savez, c'est comme, moi je disais l'autre jour, c'est comme si vous dites à un gars qui aime la course automobile, tu sais, il y a Hamilton qui vient. Et bien là, il y a Franck Hamas, il y a Coville. Enfin, vraiment, on a le gratin du gratin, en espérant qu'ils arrivent tous. Ce sont des bateaux qui sont quand même très fragiles. Ouais, alors, mais si la télé d'État, c'est elle qui est partenaire, ce serait peut-être aussi l'occasion de montrer toute cette démonstration, peut-être en direct à la télé qui... Alors, je crois qu'ils vont le faire, mais je pense qu'ils vont le faire, mais c'est à nous. Alors, même si la télé d'État va filmer les choses. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise. Non, c'est-à-dire pour éviter justement que les gens aussi viennent en masse, assis chez eux, tranquillement, ils peuvent regarder cette démonstration. Ouais, vous savez, c'est peut-être aussi une occasion d'avoir un programme local, quoi. Non, mais je ne sais pas, il n'y a rien de plus réel. Moi, je vois quand on a le tour est retransmis, et quand le tour passe à Fort-de-France, les gens, ils remontent chez eux après, mais ils ont envie de descendre, ils ont envie de voir les voleurs. Il n'y a pas de problème sanitaire. Mais là, on parle de problème sanitaire. Pas beaucoup de monde. Il y a un partenaire qui est la télé d'État avec France TV, la France hexagonale. Donc s'il y a un relais effectivement et puis une communication autour pour dire aux gens, eh bien oui, cette démonstration où l'arrivée sera en direct sur la télé. Bon, voilà, donc ça peut permettre également à d'autres de s'asseoir et de voir. Oui, mais ça c'est un peu plus compliqué. Quand vous regardez la télé, vous voyez Georges Henry par exemple, vous savez que c'est Georges Henry. Si vous avez Franck Hamas et que vous ne savez pas qui il est, vous avez envie de le voir. De le toucher presque, c'est ça un petit peu le problème. D'organiser ce genre de manifestation en période de crise sanitaire, c'est extrêmement compliqué. Ben oui, mais c'est ça, mais la télé est là pour ça. C'est ça, c'est par exemple le PSG venait ici, les gens viendraient au match pour voir. Oui, mais ils sont loin du stade, mais c'est pas la même. Ils sont loin du stade, ils sont dans les tribunes et ils voient. Les gens ont envie de voir. Moi, quand je regarde, enfin, c'est pas le sujet encore, mais on y revient. Quand je regarde ce qui se passe quand les Yoles sont là le samedi, les gens ont envie de descendre, de parler aux gens.
Quand ils voient par contre, ils voient chez eux, et puis ils mettent la bonne télé, ils sont 6 ou 7, et puis bon, ça carbure. On va regarder qui c'est qui gagne, quoi. Alors, je reviens aussi sur cette communication qu'il y a autour de la Martinique sur, on espère, des retombées éventuelles. Je dis on espère parce que souvent, on regardait bien quand il y avait des cargos qui arrivaient ici et puis des touristes qui descendaient, qui n'achetaient rien. Donc, quelles retombées qu'il y a? Bon, est-ce que là, on aura de réelles retombées? Il y a des retombées. Vous savez, le voileux, moi je suis un voileux, quand il débarque, il devient terrien. Qu'est-ce qu'il recherche? Il va chercher une maison près de la mer, il va manger Martinique. C'est ça le truc, c'est pas des touristes qui viennent et puis qui vont consommer parce qu'ils ont payé un voyage, tout compris. D'ailleurs, je me demande même pourquoi ils descendent. Enfin, je dis ça en rigolant, parce qu'à bord, il y a à manger. Donc quand ils descendent, il ne faut pas qu'on s'étonne. Mais là, c'est pas pareil. Vous avez des gens qui ont déjà réservé des villas dans toute la Martinique, qui ont déjà loué des voitures, qui ont loué des bateaux. Et vous avez tous je le répète, les membres, beaucoup de membres de directoire de ces grandes sociétés, Primonial et compagnie, qui sont des sponsors. Parce qu'il n'y a pas que des gros sponsors, il n'y a pas que des voiliers de riches, entre guillemets, des voiliers qui ont des gros budgets. Vous avez le coéquipier d'Éric Barret, pour ce monsieur qui a des cinémas, il a un petit peu d'argent, mais enfin, il n'a pas plus que ça. Il a son bateau, il a payé son bateau, il n'a pas de gros sponsors. Donc quand il va arriver, mais la Martinique devrait pouvoir bénéficier en termes déjà de retombées touristiques d'image et en termes de retombées immédiates. Je vous dis, ces gens-là, ils vont descendre et puis ils deviennent des terriens. Ce n'est pas des gens qui descendent et puis ils vont acheter un sandwich et puis un coca. Ils vont demander au contraire. Alors c'est là que Fort-de-France doit se situer. Vous avez des restaurants à Fort-de-France, sur le Malécon, mais vous avez des restaurants intramuros. Donc il y a toute cette partie-là. Alors c'est la première fois qu'on le fait. La première fois qu'on fait une manifestation de cette importance. Moi, je crois qu'il faut la réussir parce qu'on a le contrat pour 3 fois 2 ans. Il faut la réussir, ne serait-ce que pour peut-être demander un cahier des charges. Parce que le cahier des charges était vraiment rigoureux. On n'a pas pu y déroger, on a accepté tel qu'il est, ça a causé des dépenses supplémentaires. Je pense que pour leur montrer déjà, ils ont vu ce qu'on fait, parce qu'on travaille dessus depuis novembre. Entre novembre et maintenant, je peux vous dire qu'ils ont vu le travail qui a été fait. Donc, quand ils seront conscients que non seulement un certain nombre de personnes de l'organisation, de partenaires privés institutionnels, il faut que la population prenne le relais et qu'elle s'approprie cette course. Quand on voit qu'on a un Éric Barret, j'aurais souhaité que dans 2 ans, il y ait un petit Éric Barret qui est quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça l'avenir. Moi, je travaille pour l'avenir. Je ne dis pas que la course est finie, mais pour moi, dans la préparation, on est déjà bien avancé. Il faut voir les perspectives que ça révèle. Peut-être que certains partenaires qui n'y ont pas cru, peut-être qu'ils vont voir comment c'est fait, ils vont y croire. Peut-être que des collectivités... Je vois l'exemple, comme ça, le maire du Saint-Esprit, a priori, il n'a rien à y voir. Mais si les gens qui sont descendus vont au Saint-Esprit, et ça va bénéficier à sa commune. Et c'est là que le CMT intervient, parce que vous avez 2 niveaux. Vous avez le niveau ville de Fort-de-France, qui est la capitale, et puis vous avez le niveau CMT, qui est chargé de la promotion de la Martinique. Je le disais encore cet après-midi, s'il fallait qu'il évalue le nombre de fois où on dit Martinique tous les jours, Martinique, Fort-de-France. Ça aurait été un budget faramineux. Alors, par rapport à tout ce qui se passe, toute la conjoncture, toutes les difficultés sanitaires que nous connaissons, mouvement de grève qui a commencé d'ailleurs aujourd'hui, probablement illimité, est-ce que vous ne craignez pas, puisque vous avez dit que c'est un contrat tous les 3 ans, en imaginant, parce qu'on a entendu aussi des comités d'accueil qui ne seront pas réellement des accueils, qui seront présents, vous n'avez pas une crainte sur qu'est-ce que ce sera demain pour les 3 ans à venir? J'ai une crainte, mais vous savez, il faut que le Martiniquais fasse ce qu'il veut. S'il veut qu'on soit vu sur les télés du monde dans des actes irrationnels, je dirais méchamment, c'est presque le problème. On a l'occasion d'avoir quelque chose qui est cadré, qui est millimétré. On demande quoi? Des mesures sanitaires, elles sont prises. L'accueil, des mesures sanitaires sont prises. La collaboration avec les l'EIOL existe. Donc moi, je ne vois pas ce que peuvent demander les gens de plus. Il faut vraiment qu'on soit un peu réaliste. Et puis si on part de ce principe, tout va de travers. Donc plus sérieusement, je pense qu'il faut qu'on voit les choses autrement, que si des gens se posent des questions, on répond à toutes les questions. Avec Maurice Fernet de la ville de Fort-de-France, il y aura vraiment une bulle sanitaire sur la capitale, et cette bulle va servir non seulement pour l'arrivée de la Jacques Vabre, mais pour le semi-marathon. Alors même si ce n'est pas un semi-marathon international, il sera international. Je ne sais pas parce que... C'est en termes de nombre. Oui, en termes de nombre. Il n'y a pas eu suffisamment de nombre pour avoir un semi-marathon, mais il y aura un semi-marathon. Oui, mais l'international, c'est par rapport aux nations qui arrivent. Voilà. Il y aura un semi-marathon le dimanche, il y aura le même semi-marathon le samedi après-midi pour les jeunes et les adultes et les aînés. Le système existe, et je vous dis, pour entrer à Fort-de-France, il faut un pass sanitaire. Oui, mais pour rebondir un peu sur la question de Gisèle, concernant le pass sanitaire, il semblerait que certains organismes feraient barrage pour empêcher à la cause d'entrer. Je vous dis, si les gens prennent leurs responsabilités, si on va dans ça et qu'on souhaite être vu
dans le monde de manière négative, c'est un choix. Moi, je ne commente pas ce que vont les gens, j'analyse la situation. Et si on vous dit que pour aller sous le village ou voir les bateaux, il faut un pass sanitaire, c'est vrai que si vous êtes anti-pass sanitaire, ça va vous poser un problème. Vous regardez la télé, quoi. Par exemple. Je vois que Gisèle aime beaucoup la télé. Moi, je pense à ceux qui sont couchés et qui ne peuvent pas se déplacer. Sinon, pensez-vous que cet événement va susciter des vocations Alors, susciter des vocations, j'aime dire que je renvoie les gens à leurs études. Si les organismes, Ligue de voile, Fédération des Hurlons, Club des Gommiers font ce qu'il faut, nous, ça fait 2 ans qu'avec l'ancien CTR de voile, on prospecte, on examine, on recherche un gamin qui pourrait être potentiellement, peut-être pas dans 2 ans, peut-être dans 4 ans, potentiellement un co-skipper ou un skipper. Bon, on est à la recherche. Mais c'est pas évident parce que c'est une somme de préparation. Alors c'est vrai que ceux qui sont là-bas le font plus facilement. Quand vous êtes ici, il faut partir là-bas, des périodes d'entraînement, des stages de survie. Alors je dirais presque que c'est double budget. Il faut que vous trouviez un budget pour le bateau et puis un budget pour les voyages aller-retour. Mais enfin c'est possible, on travaille, on y réfléchit. Bon, chaque fois on se dit, mais là je crois que pour la première fois qu'on a une course de cette importance, qui est autrement importante, cette course est autrement importante que la Bénoder, et avec 10 ou 12 bateaux d'une certaine catégorie, c'était des Figaro. Là on est sur un événement planétaire et il faut qu'on s'accroche au wagon. Alors bien sûr il y a les multis, les ultimes qui sont des bateaux qui font d'autres types de courses, mais il n'y a pas que ça, il y a des IMOCA, il y a des classes 40, les classes 40 ils sont 45. Ouais. Imaginez-vous que dans la baie, si vous avez 10 IMOCA et puis 5 classes 40 qui vont de bord à bord dans la baie, mais on travaille à chercher, parce qu'il y a une somme de sacrifice, à chercher, je dis le jeune, parce que forcément il faut qu'il soit jeune pour travailler sur l'avenir, la personne ou les personnes qui voudraient être encadrées pour arriver à faire ça. Et puis la route du Rhum, le Vendée Globe, il y a 3 courses importantes. Rodolphe Cefaux, c'est un exemple. Le Guadeloupéen, c'est un exemple de ça. Ça fait 4 ans qu'il travaille sur le projet. Le bateau sur lequel il est, c'est un IMOCA qui appartient à Arnaud Boissière. Alors, il m'a dit, j'espère qu'on va pas le casser parce que je dois l'acheter avant la fin de la course. Le renvoyer en France chez Michel Desjoyaux, qui est le grand maître artisan de voile, et pour mettre les foils, pour rendre ce bateau-là compétitif pour faire la route du Rhum et le Vendée Globe. Donc c'est un gars qui a un projet sur 6 ans. C'est ça. Donc on reste pas là, je dis, on va faire la Jacques Vabre. Oui, c'est le projet. Alors justement, en parlant de projet, puisqu'on parle de jeunes, est-ce qu'il y a des rencontres, mis à part des écoles qui vont descendre, est-ce qu'ils auront la possibilité de côtoyer justement ces... Oui, on a demandé à la Ligue de voile de sensibiliser les licenciés tout d'abord, parce que c'est leur truc. Et puis bon, peut-être que parmi les jeunes, dans les jeunes, il n'y a peut-être pas forcément des licenciés, mais vous avez des jeunes qui vont à l'école de voile sur le temps scolaire. Et pour moi, c'est là qu'il faut chercher. Je disais, je suis membre du Yacht Club de la Martinique, et je disais toujours au moniteur, essaie de repérer dans les petits gars qui sont là, celui qui a un potentiel de devenir un barreur. Alors c'est très marrant, parce que quand vous arrivez, on est sur des 15 pieds, alors il y en a toujours un qui s'accroche au mât. Alors si vous restez là, que vous attendez 3 heures, quand on revient, généralement, il est passé derrière. Ça veut dire qu'il a intégré la chose. Alors, il faut voir, quel que soit le sport, vous mettez debout. Vous voyez les gamins jouent au tennis, vous dites, bon, celui-là, il faut qu'il apprenne à jouer au billes. Par contre, celui-là, il a un potentiel. Et ça, c'est le travail des CTR, des éducateurs, des responsables. Mais il faut faire un travail de fond. Moi, si je prends l'exemple des JO, les sportifs de haut niveau qui vous parlent des JO, ils rigolent parce qu'ils disent, attends, c'est pas maintenant qu'il faut le passer ça, il y a 7 ans. Ouais. Et tant qu'on n'a pas cette vision, moi, la vision que j'ai d'un jeune, je dirais dans 2 ans peut-être voir, mais peut-être dans 4 ans. Jeune ou moins jeune, enfin s'il y a un régatier qu'on peut préparer, il faut le préparer à ça. Et puis comme nous c'est tous les 2 ans la course, tous les 4 ans il y a la route du Rhum. Ouais. Donc s'il loupe la route du Rhum de cette année... Il pourra éventuellement... Mais il faut savoir ce qu'on veut faire, où on va, qu'est-ce qui va devenir, parce qu'après vous devenez skipper professionnel, un peu comme font les jeunes à moto. Pourquoi les jeunes à moto arrivent? Parce qu'ils sont dans des équipes pro, ils sont talentueux. Tout le monde est talentueux. Sportif martiniquais, c'est géant. Ils rentrent dans des équipes pro et puis en moto, on est sur le toit du monde. Mais c'est pas par hasard, il y a une part de sacrifice des parents et de tout. Donc c'est un ensemble de choses. C'est pour ça que je dis, on a une régate, c'est une régate. Il faut considérer que c'est une régate, une épreuve sportive. À côté de ça, vous avez une notion d'économie et puis à côté de ça, vous avez une notion de tourisme. Quand on arrive à conjuguer ces 3-là, on doit pouvoir faire de la Martinique une terre d'accueil. Et puis quand vous êtes dans le circuit, les gens vous appellent. Tiens, bon, vous avez de quoi faire, vous pouvez faire un départ, vous avez des pontons. Parce que le problème qui se pose à Fort-de-France, vous arrivez où est-ce que vous mettez des bateaux. Même si vous voulez arriver au marin, la marina des marins est pleine. Donc vous mettez un mouillage forain. Là, à Fort-de-France, il ne faut pas que ce soit un mot, que ce soit que les plus belles baies du monde à la télé. C'est vraiment l'une des plus belles baies du monde. Comment l'arranger, comment l'agrémenter, trouver les partenaires. Et les partenaires, il y en a. Si vous remettez ce qui se passait avant, la belle Fort-de-France avant, dans les années, fin des années 60, vous aviez 40, 50, 60 bateaux, vous aviez un poste de douane. Un poste de douane, on pouvait faire la cliente,
poste de douane, restaurant à côté. C'était fabuleux. Il y avait de la vie. De la vie. Oui, je vais revenir sur le parcours. Ça veut dire qu'il y a plusieurs parcours différents, plus ou moins longs. Est-ce que ça veut dire que le parcours le plus court a plus de difficultés que celui le plus long? Non, le Comment parcours ça se le passe? plus court est fait pour agrémenter les bateaux qui ne vont pas très vite, c'est-à-dire les classes 40. Quand je dis pas très vite, entre guillemets, qui vont environ, en moyenne, 12 nœuds, 15 nœuds, quand ils vont vite, ils vont à 18 nœuds. Ok. Le parcours le plus long, c'est pour ceux qui vont à 40 nœuds. Mais quand ils vont à 40 nœuds, on ne navigue plus maintenant, on vole, c'est des bateaux avec des foils. Et ces parcours-là sont faits. Alors, le premier jour, le 23, on devrait avoir normalement les premiers arrivés devraient être les ultimes qui ont entre 23 et 32 mètres, et les multi 50 qui ont 50 pieds. C'est pour toi qui ont 15 mètres. Ce sont des multicoques, ils devraient arriver les premiers. Mais d'avoir des parcours différents, ça donne un petit piment à la course, parce que tout le monde au départ a pris le même départ en même temps. Et Tout le après, monde est passé par le golfe de Gascogne. Tout le monde est passé au sud de l'Espagne. Et c'est à partir de là qu'il y a des choix techniques à faire. Est-ce qu'il y en a qui vont à droite, à gauche? Enfin, c'est vraiment une régate passionnante. C'est de la régate. Puis les types ne sont pas en promenade, là, ils sont en régate. Ouais. Savoir qui va arriver le premier, est-ce que quelle vous allez plus stratégie vite, mener et tout quelle ça. stratégie. Alors sur les ultimes et tout ça, ils ont des routeurs, mais c'est pas tous les bateaux qui ont des systèmes des routeurs. Des routeurs, c'est le gars qui est à terre avec Monsieur Météo qui vous dit tiens, il y a un anticyclone là, il faut aller là. On a prévu par exemple que dans la baie de Fort-de-France, on a regardé les statistiques des dernières années plus les prévisions. Il ne devrait pas y avoir de houle d'ouest. Par contre, il y a une espèce de calme qui est un petit peu dans l'Atlantique et qui devrait sortir la semaine prochaine. Donc avec les prévisions météo, et puis le danger, c'est ce qu'on appelle les OVNI, les objets flottants non identifiés, qui peuvent être soit des cétacés, soit des cargos, soit des conteneurs qui sont tombés à l'eau. Et puis là, je ne sais pas, c'est hier ou avant-hier, le baron de Rothschild qui était devant, bon, il est passé tout près d'un cargo. Alors c'est assez extraordinaire, inexplicable, parce que sur les bateaux, il y a ce qu'on appelle l'AIS, qui est un système où tout bateau, c'est le bateau qui est voisin. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment ils n'ont pas vu le cargo, ni le cargo ne l'a pas vu, mais c'est un truc à risque, quoi. Vous êtes en permanence, il faut aller vite, il faut faire attention aux cochonneries qu'il y a dans l'eau. Je dis cochonneries, je prends un gros mot. Tout ce qu'il y a dans l'eau, il faut faire attention aux autres, et puis vous êtes en régate, il faut faire attention aux mecs qui sont derrière. Si vous savez que le mec est à 100 000, et puis subitement vous voyez qu'il est à 50 000, vous dites bon, j'ai levé le pied, et puis ils sont deux à bord, donc ils se relaient. Enfin, c'est vraiment de la régate au plus haut niveau sur des bateaux qui vont extrêmement vite. La fatigue est intense. Bien, je pense qu'on attendra le 21. 23, le 23. Pardon, c'est le 23 maintenant. On a décalé de 2 jours. On a décalé de 2 jours. En attendant les 2 jours. Sinon, si vous avez autre chose à nous apporter concernant... Non, je crois que vous m'avez interrogé, j'ai à peu près tout dit, c'est ce que je pensais en tête. Oui, je pense. Et puis après, nous, on mettra nos douanes. Les douanes, il y a une réglementation, il faut demander des autorisations. Non, c'est pas que c'est pas autorisé. On demandera les autorisations. Alors. Il y a des autorisations à demander, mais il n'y a que 9 drones qui sont accrédités. Ouais. Oui, et puis en plus, il faut avoir des... Voilà. Donc, elle pris ensemble. Bon, en tous les cas, on à la télé. Oui, à la télé. Le Clément, tu seras réquisitionné. Merci, Jean. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Je sais que Philippe adore son basket, mais il ira quand même, il va mettre ses pieds dans l'eau. Pas de problème. Vous aurez noté que Philippe n'a pas parlé des Lakers, parce que je sais qu'il est embêté. Oui, c'est ça, ouais, absolument. Ouais, on va dire, en plus, comme les Lakers ne vont pas bien, donc... C'est ça, c'est pour ça que je dis qu'il est embêté. Absolument. Bon, ça ira mieux lundi prochain. Vous allez nous donner de nouvelles. Ou pas, on verra. Bien. Clément, merci, bonne soirée. Justement, je vais juste ajouter qu'au niveau du volet... il se passe des choses? Non, justement, pas du tout. J'aurais aimé qu'il se passe des choses. Il devait avoir l'Assemblée Générale le samedi, mais elle n'a pas eu lieu. Elle a été reportée à une date ultérieure, donc on attend. Nous attendons. Bon, nous attendons le volet. En espérant que le basket, qu'il y ait un petit peu plus d'infos pour la semaine prochaine. Nous espérons tous. Nous espérons tous ça, oui. Le hand non plus n'a pas repris. Comment? Le hand non plus n'a pas repris. Donc nous attendons les sports et puis quelques sports de combat qui ont repris et puis voilà. Félicitations à Jean-Emmanuel Émile également. Il sait pourquoi, il a réussi à son examen. Voilà. C'est un vrai spécialiste du Krav Maga, puis diplômé. Félicitations Jean. Allez, merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Sportez-vous bien. D'ici là, très bonne semaine à tous. À bientôt.